À ce début d'hivernage, des risques d'inondation sont attendus cette année sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la protection civile met tout en œuvre pour faire face aux dangers. Vous aurez dans cette édition les détails sur les préparations avec le colonel Tchekoura Samake de la Direction générale de la protection civile. Le défi actuel du nouveau gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga doit être axé sur la sécurité et l'organisation des élections libres et transparentes. C'est du moins ce qu'il pense Boubacar Bokoum, analyste politique. Vous aurez son intervention au cours de cette édition. Enfin, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, les Maliens ne semblent toujours pas connaître les bons réflexes au quotidien pour prendre soin de leur bouche et de leurs dents. Vous aurez plus de détails dans ce journal avec Dr Georges Daou, chirurgien dentiste. Voilà, c'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, après l'annonce des mal météo le lundi 31 mai dernier sur les prévisions météorologiques qui indiquent que la saison des pluies de cette année sera marquée par des inondations, la protection civile a pris des mesures fortes en vue de faire face aux catastrophes naturelles comme les récentes inondations qui ont touché les pays. Suivez ces reportages signés Mariam Keita et Roger Kanouti. Une vingtaine de morts et encore plus de blessés. C'est le bilan des inondations de l'année dernière. Et les récentes préventions météorologiques présagent encore plus de précipitations cette année. C'est ainsi que la Direction nationale de la protection civile est, avec ses partenaires, à pied d'œuvre pour y répondre convenablement. Selon le colonel Tchekoura Samake, diverses précautions ont été prises. En mi-mars, les activités de veille et de gestion des risques d'inondation, le comité de veille de gestion des risques d'inondation ont été révisés dans toutes les régions. Le 24 mars, nous avons effectué une réunion virtuelle. La réunion virtuelle, c'est cette DGPC, DNDH. DGPC, ça c'est la Direction générale de la protection civile. La Direction nationale aussi de développement social. L'UNICEF, toutes les DRPC ensemble. Nous avons fait une réunion, que ce soit au niveau régional. Les DRPC, ça c'est au niveau régional. Les DRDS, ça c'est au niveau régional. Nous avons fait la situation des stocks d'urgence de toutes les DRPC et de toutes les DRDS. Donc, en mi-mai, les opérations de curage des caniveaux en appui aux collectivités a commencé. Vous avez vu même les images de certaines DRPC. Je donne un exemple. La directrice de la protection civile de Kouchala était en tête d'une équipe de la protection civile pour procéder au curage des caniveaux en vue d'appuyer les collectivités. Le 2 juin aussi, des messages de sensibilisation en bambara et en français ont été réalisés par la Direction générale de la protection civile ici avec la troupe dramatique Kariboroba Koulibaly, qui sera bientôt diffusé sur les antennes de l'ORTM. Le 15 juin aussi, un atelier d'élaboration de plan d'action inondation aura lieu, le 15 de ce mois. D'accord. Le 22 aussi aura lieu l'atelier d'exercice de simulation des inondations en salle. C'est-à-dire que nous allons procéder à un exercice de simulation dans la salle. Cela ne veut pas dire que nous allons sortir, mais nous allons faire en sorte que les gens comprennent quand il y a une inondation, qui doit faire quoi et comment. Donc on va faire un exercice comme ça. Et une mission conjointe DGPC, DNDS, UNICEF se déploierait très prochainement dans certaines régions du pays pour faire l'état des lieux de stock au niveau des DRPC et au niveau des DRDS. Donc voilà les préparatifs que nous avons menés dans le cadre de la prévision cette année et de lutte contre les inondations dans notre pays. En plus des pertes matérielles, les inondations qui font aussi des déplacés ont plusieurs causes, dont l'incivisme. Une inondation, lorsque le cours d'eau quitte son lit mineur pour son lit majeur,
On appelle ça inondation. Les causes des inondations au Mali sont de plusieurs sortes. Nous pouvons dire qu'il y a des causes naturelles, il y a aussi les causes humaines. Quand je dis causes naturelles, lorsqu'il y a beaucoup de précipitations, lorsqu'il y a l'abondance des pluies, il peut y avoir inondation. Nous connaissons la planimétrie de la capitale. Nous savons que Bamako est dans une plaine. Tout le monde le sait. Donc, lorsque les eaux de ruissellement ne parviennent pas à atteindre le fleuve, il y aura forcément inondation. Pour ce qui concerne les causes humaines, ils sont dus surtout à l'incivisme. Pourquoi je dis l'incivisme? Les gens, ils s'installent dans les lits des cours d'eau. Et lorsqu'on obstrue le passage de l'eau, comme le disaient les vieux sages, même à 100 ans, l'eau ne laisse jamais son passage naturel. Ça peut provoquer l'obstruction. Et quand l'eau n'a pas là où passer, il est obligé de quitter son lit mineur pour son lit majeur et se déverser dans les concessions. Deuxième cause aussi, l'incivisme. Les gens aussi, le déversement des déchets solides dans les cours d'eau. Lorsque vous déversez vos ordures dans un cours d'eau, forcément ça va obstruer quelque part. Vous allez verser devant votre porte, l'eau de ruissellement va continuer, mais à un certain endroit, ça ne peut plus passer. Il y aura une surcharge, un blocage. Donc l'eau va quitter son lit mineur pour son lit majeur et va se déverser dans les concessions. L'incivisme prédomine surtout dans les causes des inondations. Le colonel Tchekoura a par ailleurs mis l'accent sur l'importance du respect des consignes régulièrement données à la population pour prévenir et aussi limiter les dégâts en cas d'inondation. La difficulté surtout que nous rencontrons, c'est surtout la méconnaissance ou l'inobservation des règles d'urbanisme au Mali. L'inobservation aussi des conseils pratiques qu'on donne dans le cadre de la prévention et de la prévision. Ce que j'ai dit, je répète, c'est d'écouter les informations météorologiques, de respecter les consignes qu'on donne et d'avoir les yeux aussi sur les enfants. Parce que les enfants et les femmes sont les premières victimes. Nous avons tout le temps constaté que lorsqu'il pleut, les gens chassent leurs enfants pour dire « allez-y, vous lavez, ce n'est pas prudent ». Il y a des fils électriques partout. Et l'eau aussi est un très bon conducteur de courant électrique. Attention aux eaux de ruissellement. Évitez de traverser les routes immergées ou submergées parce qu'un fil peut tomber dans l'eau. En traversant, vous allez vous électrocuter. D'utiliser des parapluies et non des parasoleils. Parce que nous avons constaté que les gens font la confusion entre les parapluies et les parasoleils. D'accord? Une fois que votre maison est inondée, quittez-la immédiatement, ne cherchez pas à savoir. Mieux vous sauvez d'abord. Vous, ne dites pas je vais sortir avec un sac de 1000, non. Sortez avec les choses seulement strictement nécessaires. À ce jour, le cercle de Bla est la seule localité du pays à avoir enregistré un cas d'inondation. Adopter de bons comportements pouvant sauver des vies. La prudence reste de mise. Parlons politique à présent. Les nouveaux membres du gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga sont désormais connus. Si certains partis politiques ont pris acte de ces nominations, d'autres l'ont dénoncé, tout comme l'analyste politique Bouakar Bokoum, qui soutient que l'inclusivité de ces gouvernements est imposée. Occasion pour M. Bokoum d'appeler les autorités de la transition à mettre la sécurité dans leurs prérogatives et elle doit être la priorité des priorités selon lui. Écoutez, il n'y a pas une lecture particulière parce que quand vous regardez dans un gouvernement, il y a des individualités. Les individualités, elles sont d'une certaine qualité. Donc, du coup, on ne peut pas juger a priori un gouvernement qui n'a pas encore commencé de travailler. Dans les individualités, oui, on se félicite plus ou moins de cette inclusivité imposée parce qu'en réalité, pour moi, une transition, ce n'est pas de piocher dans tous les bords pour avoir un équilibrisme. Il s'agit juste d'avoir des personnes efficaces sur lesquelles on peut compter pour redresser une situation bien donnée. Donc pour l'instant, je pense que voilà, on peut le faire le crédit parce qu'on ne juge le maçon qu'à la tâche. Donc d'attendre
qu'ils se mettent au travail pour savoir si réellement ils vont donner les résultats escomptés ou pas. Et ça, on le verra bien dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, dans la composition gouvernementale aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été citées ont du niveau, ont de la hauteur, sont respectées et sont respectables. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que les résultats, on les obtiendra ou pas. Atteindre les objectifs n'est pas un problème, mais avec qui on les atteint. Parce que la classe politique est là, c'est de trouver d'abord la synergie qui permette d'échanger avec cette classe politique et qu'on ait un deal politique avec la classe politique qui permette effectivement d'aller vers l'exécution d'un calendrier. Dès lors que vous n'êtes pas seul à faire une activité, vous faites une proposition, mais ceux d'en face doivent répondre. Est-ce que la classe politique aujourd'hui serait d'accord qu'on fasse des élections dans de telles conditions? Est-ce que la classe politique serait d'accord pour que le modèle de gouvernance que M. Choguel Maïga a prôné soit ce modèle qui gouverne le Mali? Ben voilà, c'est à la classe politique de se déterminer par rapport à ça. Maintenant, c'est toute la difficulté de la transition en réalité. Si la transition, dès le départ, avait décidé de mettre la classe politique de côté et travailler de façon scientifique, technique, effectivement, on allait avoir un gouvernement qui n'allait pas atteindre les 25. Pas du tout. Donc, il ne sortirait pas du cadre des indications du déni, encore moins de la charte de transition. Ça allait permettre d'avoir un gouvernement très restreint, efficace et efficient. Maintenant, vu que la CEDEAO a imposé à la transition une soi-disant transition avec un premier ministre politique, pour moi, qu'on soit militaire ou qu'on soit civil, ça ne change rien à son engagement pour le pays, ça ne change rien à la qualité du travail. Est-ce que être civil veut dire qu'on est inscrit dans la bonne gouvernance? Je ne le pense pas, parce que celui qui est parti était un civil. Donc, est-ce qu'on est militaire? C'est ce qui justifie aussi qu'on soit inscrit dans la bonne gouvernance. Ce n'est pas évident non plus. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas que ce soit un pouvoir civil ou un pouvoir militaire, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on propose concrètement. Quel est le contrat moral que l'équipe va sceller avec la nation malienne aujourd'hui et leur capacité à atteindre ces différents résultats? Je pense que le défi est plutôt à ce niveau. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils ont eu à dire, c'est faisable si on se met d'accord sur l'essentiel. Parce que ce n'est pas extraordinaire faire des élections, il s'agit de se mettre d'accord où on fait les élections et comment. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que si on veut faire allusion à l'article 118, ben, on va attendre quand pour recouvrir l'intégrité de notre territoire pour dire qu'on va faire des élections? Ça veut dire qu'on va les faire peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que c'est cela que la classe politique voudrait? Donc je pense que là où c'est faisable, c'est à cet espace qu'il faut s'atteler pour voir dans quel cadre on l'organise et comment on l'organise. Et ça nécessite un consensus national sur ces différentes problématiques. Donc je pense que toutes les questions qui ont été abordées sur l'orientation, c'est atteignable. Si toutefois, ils ont un modèle réel. Parce que le problème d'une déclaration, la capacité de l'atteindre encore est une autre chose. Parce qu'aujourd'hui, moi, je les évalue sur une déclaration. Mais quel est le mécanisme que M. Choguel met à la disposition de ses différents ministres pour atteindre les différents objectifs? Quels sont les moyens qu'il va mettre à disposition? Quelle est la pression qu'il va mettre pour atteindre ces résultats de façon scientifique, pour le suivi, l'évaluation? Quel est tout le sérieux que les uns et les autres vont mettre dans leurs tâches? Cela définira effectivement est-ce que nous allons atteindre les objectifs, oui ou non. Mais si on doit commencer à gouverner pour une transition d'à peu près déjà entamée, est-ce qu'on a encore besoin de crise sociale? Est-ce qu'on a encore besoin d'aller dans des grèves intempestives? Donc, toutes ces questions, il faut qu'ils soient à mesure de les résorber pour éviter qu'on ne nous distrait de l'objectif essentiel. Mais je pense que si on se concentre bien sur ce qu'il y a lieu de faire, c'est bien possible qu'on puisse atteindre ces différents objectifs dans le temps imparti. Écoutez, la priorité des priorités de ce nouveau gouvernement, c'est la sécurité. Parce que tout ce que vous allez dire, économie, aller travailler, faire ci ou ça, il faut d'abord être en sécurité. Et on a deux modèles d'insécurité aujourd'hui qui nous guettent. D'abord, l'insécurité physique et l'insécurité alimentaire. Parce que si nous n'avons pas d'espace pour cultiver, nous n'avons pas d'espace pour faire le pâturage, parce que l'ensemble du territoire est infesté par des mouvements d'extrémisme violents. Donc les gens, ils ne sont pas libres de commercer correctement, ils ne sont pas libres de faire leur élevage correctement, ils ne sont pas libres de faire l'agriculture correctement. Donc à cette insécurité physique va bientôt se greffer une insécurité alimentaire en réalité. Donc il faut qu'on fasse attention et que très rapidement, les mesures essentielles à prendre, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de faire en sorte que l'approvisionnement
en produits alimentaires, en denrées de première nécessité, soit vraiment assurée. Ça, c'est les premiers éléments sur lesquels il faut travailler. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aujourd'hui mettre en place un mécanisme qui permette la relance de l'économie malienne. Parce que notre économie, elle est carrément à terre. Et le troisième élément, je pense qu'il faut toiletter. Parce qu'en réalité, quoi que l'on dise, la constitution de 92 n'est pas une constitution démocratique. Quand bien même, c'est les démocrates qui prétendent l'avoir mis en place, mais vous voyez qu'il y a tellement de pouvoir concentré aux mains du président de la République qui fait qu'en réalité, ça pose problème. Et ensuite, il y a des aspects qu'on a mis dans la Constitution qu'on n'aurait pu gérer que par des lois. Alors, si on met tout dans la Constitution, ça pose problème à un moment donné. Vous comprendrez tout de suite que si Choguel voulait dépasser les 25, ça allait lui poser problème. Simplement pourquoi ? Parce que dans la charte dit qu'il faut rester à 25, parce que le déni dit qu'il faut rester à 25, alors que le choix des gouvernants ou des ministres, des ministrables ou des ministres dépend effectivement de la prérogative du président de la République et de son Premier ministre. Donc l'opportunité politique peut faire qu'on décide de dépasser 20 ou qu'on soit à moins que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et si vous vous privez de cette prérogative en partant le mettre dans le carcan d'une charte ou dans le carcan d'une constitution, vous voyez que vous compliquez des choses qui n'en valent pas la peine. Il s'agit juste de tenir à des engagements sérieux sans être obligé d'aller les mettre dans des lois de façon objective. Politiquement, on peut se mettre d'accord qu'il faut évoluer vers autre chose parce que la nécessité objective est là, mais on n'a pas besoin encore d'aller violer une transition, violer une charte ou encore moins violer une constitution juste parce qu'on veut modifier l'ossature ou l'architecture d'un gouvernement. Donc tout ça, c'est des difficultés qui montrent qu'effectivement, la constitution de 92 pose d'énormes problèmes à cause de sa rigidité. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on se mette d'accord sur les éléments qu'il faut extirper de cette constitution pour le mettre dans le cadre des lois. Maintenant, le modèle institutionnel que nous voulons mettre en place, et ça aussi, on peut le faire. Donc le timing permet effectivement d'aller à toutes ces modifications sans aucun problème, mais si toutefois nous sommes d'accord sur l'essentiel. Il s'agit que les Maliens se mettent d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire. C'est ça le plus important. Parlons santé à présent. Les maladies et affections bucco-dentaires sont à l'origine d'une importante charge de morbidité dans de nombreux pays, particulièrement au Mali. Cette morbidité bucco-dentaire est due principalement aux caries dentaires, aux maladies parodontales et font ressentir leurs effets tout au long de la vie. Selon le docteur Georges Dao, chirurgien dentiste, la santé bucco-dentaire est d'une part plus qu'importante de la santé dans son ensemble. Voir le dentiste régulièrement afin de s'assurer une bonne hygiène bucco-dentaire n'est pas une priorité pour la plupart des Maliens. Nombreux sont ceux qui consultent qu'en cas d'urgence et seulement une fine minorité s'assure de faire un check-up de routine, a constaté le docteur Georges Ndao, chirurgien dentiste. Une situation qui, selon lui, favorise les maladies et affections bucco-dentaires. Suivant mon expérience professionnelle, j'ai pu constater que la plupart des patients, à part une très infime minorité, des gens assez conscients et réguliers. Donc, la plupart des patients, en général, viennent pour des urgences. Voilà. Donc, c'est assez rare, mais j'ai quand même une certaine catégorie de clientèle qui vient assez régulièrement. Voilà, même s'ils n'ont pas de problème, pour venir consulter et voilà, s'occuper de leur santé bucco-dentaire. Je pense que l'hygiène bucco-dentaire est conseillée à tout le monde. Ça fait partie des bonnes habitudes qu'on doit avoir, nous tous, parce que c'est à partir d'une bonne santé bucco-dentaire qu'on peut être bien en soi-même. Donc l'importance de la santé bucco-dentaire, de l'hygiène plus particulièrement, c'est pour éviter d'avoir des problèmes dentaires. Et quand on parle de problèmes dentaires, ça veut dire des caries dentaires. Ça peut être aussi des problèmes de parodontopathie. Donc, on évite les caries dentaires, on évite les parodontopathies. Bon, je pense que pour beaucoup,
les gens ne savent pas, c'est que c'est les parodontopathies. Les parodontopathies, c'est des maladies d'os, de gencives, de tissus, des tissus de soutien de la dent, qui soutiennent la racine de la dent. Donc voilà. Donc, si on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, donc les problèmes de caries et de parodontopathie peuvent survenir. Ainsi, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire est très important. Le docteur Ndao nous donne les bons gestes à adopter. Je reviens un peu aux parodontopathies. Quand on parle de tissu de soutien de la dent, ça veut dire que certaines personnes, s'ils ne se brossent pas les dents, ils vont avoir des caries, ils vont avoir du tartre, et ils vont avoir des saignements, ils vont avoir une mauvaise haleine, et ils vont voir les dents en train de bouger. Jusqu'à arriver à un certain stade, ils vont être obligés d'extraire leurs dents. Des dents qui peuvent être intactes de caries, mais dont l'os et la gencive ont été lésés. Bon, pour ça, c'est les bonnes habitudes du quotidien. Donc, il faut bien se brosser les dents. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle brosse. Il faut se brosser les dents 3 fois par jour. J'ai bien dit 3 fois. Pourquoi? Le matin, après le petit déjeuner, le midi, après le déjeuner, et le soir, avant de dormir. Donc, avant de dormir, il faut ne plus rien manger, se brosser les dents et ne plus rien manger. Donc, c'est le fait de laisser des aliments dans la bouche qui va amener des caries dentaires. Parce que les bactéries vont agir sur les aliments qui restent dans la bouche et travailler la nuit. Ça peut travailler le jour et la nuit, mais la nuit, ils sont en plus grande liberté. Donc, et certains pensent, je me suis brossé les dents le matin, donc j'ai pas besoin, maintenant je peux manger, j'ai pas besoin de me brosser les dents. Non, il vaut mieux toujours se brosser les dents après avoir mangé et le soir avant de dormir. Le brossage, c'est pas en quelques secondes. Le brossage, c'est 3 minutes au minimum. Le brossage, c'est pas uniquement les dents devant, c'est les dents devant, au milieu, derrière, en dedans, donc toutes les parties de la dent. Et le brossage doit se faire pas n'importe comment. Le brossage doit se faire avec une bonne brosse à dents qui ne doit pas léser l'émail, avec une brosse à dents souvent le plus recommandé par son propre chirurgien dentiste, tu comprends? Et on doit se brosser les dents, pas de façon horizontale. Il y a une procédure que le dentiste doit expliquer à son patient, lui montrer comment on se brosse les dents. Parce que par expérience, beaucoup se brossent les dents et ne savent pas comment se brosser les dents. Donc on fait des brossages circulaires et des brossages de haut en bas et de bas en haut, ça veut dire en allant de la gencive vers la dent. Négliger son hygiène bucco-dentaire, c'est prendre des risques pour sa santé de façon générale, car les affections peuvent entraîner des complications dans l'organisme. Prendre conscience de l'importance de la bouche, des dents, de la santé, parce que c'est à partir de la bouche qu'on peut éviter certaines complications dans l'organisme. Parce que les bactéries vivant dans la bouche, il y en a toujours, ça on ne peut pas s'en passer, mais quand elles deviennent dangereuses, elles peuvent aller dans la circulation générale et créer des dégâts au niveau d'autres organes. Donc les conseils que je peux donner, c'est que je souhaite, comme tous les autres chirurgiens dentistes, revoir les patients en train de bien s'occuper de soi-même, et avoir tendance au moins une fois par année, venir se faire consulter et vérifier un peu pour éviter d'avoir des complications beaucoup plus graves. Notons que la plupart des maladies bucco-dentaires sont en grande partie évitables si elles sont prises en charge assez tôt. Ainsi prend donc fait ces journaux d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.